Le 14 février 2005, Rafik Hariri, ancien Premier ministre libanais, est tué dans un attentat à la voiture piégée à Beyrouth. Une charge explosive de 2 tonnes est utilisée. La déflagration a lieu dans un quartier résidentiel de la ville sur le front de mer. Elle causera la mort de 23 personnes et fera 226 blessés. On revient sur ce jour historique avec Antoine Sfer. Bonjour, vous êtes journaliste et politologue franco-libanais, auteur de Brève histoire de l'islam à l'usage de tous chez Bayard Éditions, mais aussi de L'islam contre l'islam chez Grasset. Alors pour bien nous remettre dans le contexte de cet assassinat politique, dites-nous d'abord qui était Rafik Hariri et pourquoi il dérangeait. Tout d'abord, c'était quelqu'un qui a eu une saga, qui a vraiment réussi à partir de rien. Quand il était étudiant, il portait les sacs de citron sur le port de Saïda pour payer ses études d'expert comptable. Et ensuite, c'est devenu quelqu'un qui a eu énormément de chance en Arabie, qui a fait fortune en s'associant à une société française, Campenon Bernard, pour ne pas le nommer, puisqu'elle est maintenant fondue dans un autre groupe. Mais c'est quelqu'un qui, en même temps aussi, s'est beaucoup occupé des autres. Il a créé la Fondation pour les étudiants. Il y avait près de 5000 qui étudiaient en France, et autant aux États-Unis et en Grande-Bretagne. C'était un homme d'affaires et qui, peu à peu, a secoué le monde libanais et surtout le monde sunnite, puisque lui était d'une famille de Saïda, du sud du Liban, et tout d'un coup, il prenait le pouvoir, entre guillemets, au sein de la communauté sunnite, jusqu'à en devenir le Premier ministre en octobre 92. Et c'est en ce sens-là qu'il a compris qu'il fallait développer les relations internationales. Il était un grand ami à Jacques Chirac, il était l'ami des Américains, il était bien entendu l'ami des Séoudiens, c'était un peu leur cheval, mais en même temps, il avait réussi à casser les clivages confessionnels et à se faire des amis un peu dans toutes les communautés au Liban. C'est ça ce qui était important. Et puis voilà qu'en 2004-2005, à cheval sur les 2 années, il n'était plus dans la majorité. Il avait été reçu récemment par le président Bachar al-Assad, syrien, et il a laissé entendre que, peut-être qu'il ferait son travail dans l'opposition. Et voilà que précisément, c'est à cette époque-là qu'il va, bien entendu, subir cet attentat où il laissera la vie. Ce qui est important, il dérangeait parce qu'il n'était pas aux ordres toujours. Il suivait parfois, mais il n'était pas aux ordres des Syriens. D'ailleurs, sa mort va entraîner le départ des Syriens du Liban, va donner le coup d'envoi de la révolte des Cèdres, qu'on a appelée la révolte des Cèdres. Et il est certain qu'il a marqué précisément parce que, à cause de ses relations, en raison de ses relations internationales, ça lui permettait de passer des coups de fil et donc de ne pas être tributaire de l'un ou l'autre dirigeant arabe. Voilà. Alors, vous l'avez dit, effectivement, cet assassinat politique va avoir d'énormes conséquences. Cette révolution du Cèdre qui va être en marche, mais aussi le début d'un affrontement entre 2 camps politiques, la coalition du 14 mars, issue de la révolution de Cèdre, justement, et le Hezbollah chiite. Alors, il y avait la coalition du 14 mars et du 8 mars au Liban. Elles y sont toujours, même si elles sont virtuelles aujourd'hui. Lui était le champion du 14 mars, bien entendu. Et le 8 mars, c'était le Hezbollah. Alors, là, se jouait au Liban, sur ce théâtre libanais, le conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite, donc entre, si vous me permettez cette comparaison osée, le Vatican de l'islam chiite, l'Iran, et le Vatican de l'islam sunnite, l'Arabie saoudite. C'est la guerre entre les sunnites et les chiites. Au Liban, la guerre, c'est pour avoir, selon le nombre que réclamaient les chiites en tant que majoritaire, 25,8% de la population, par rapport aux sunnites, 25,1% de la population, réclamaient l'exécutif, c'est-à-dire le poste de Premier ministre, de chef du gouvernement. Les
les chrétiens dans un camp et l'autre étaient un peu les arbitres de la situation. Voilà pourquoi il y a eu ce clivage qui s'inscrit dans cette interminable guerre des sunnites et des chiites. Sauf qu'après le départ des troupes syriennes du Liban, le Hezbollah va s'engouffrer justement dans l'espace laissé libre. Est-ce que finalement cet attentat et la révolution qui a suivi n'a pas renforcé le Hezbollah chiite au Liban? Militairement, oui. Politiquement, non. Je m'explique. Autrement dit, les Syriens partis, c'est pas parce qu'ils sont partis que le Hezbollah existait avant. Et donc le Hezbollah refusait le démantèlement de ses armes sous prétexte que situé au sud, c'est-à-dire à la frontière avec Israël, il s'autoproclamait armée de la résistance. Or, on le voit bien aujourd'hui, son implication en Syrie et non plus sur la frontière libanaise montre bien qu'il n'a plus rien de l'armée de la résistance. Il est tout simplement parti au conflit. Donc, ce que le Hezbollah a gagné militairement, il a perdu politiquement. Aujourd'hui, le Hezbollah est finalement un parti comme un autre. Le 16 janvier 2014, le procès des assassins de Rafik Hariri va s'ouvrir, mais en l'absence des accusés. Le symbole, il est quand même assez fort. C'est la première fois qu'il y a une issue juridique à un crime politique. Qui n'est pas encore terminé. Qui n'est pas encore terminé, absolument. Donc on peut dire qu'après 10 ans, après un peu plus de 10 ans, on est toujours dans les arcanes judiciaires du tribunal pénal international. Oui, c'est une des premières fois, c'est pas tout à fait la première. En tout cas, dans la guerre de 75, si, c'est la première, bien entendu. Et c'est bien la preuve que le monde, l'international, s'intéressait au cas Hariri, beaucoup plus qu'il serait intéressé à quelqu'un d'autre qui n'avait pas les relations qu'il avait lui-même. Et 10 ans après, on peut dire que la mort d'Hariri, cet assassinat, hante toujours le pays, que c'est encore présent et que les crimes politiques continuent. Écoutez, vous m'avez posé la question au début, en quoi il dérangeait. J'allais dire, sa mort dérange également autant, puisque aujourd'hui, le camp sunnite, si jamais on doit parler en termes de camp, est toujours orphelin. Il y a eu juste quelques individualités qui sont apparues, mais pas réellement pérennes. Pardon, mais il y a aussi, ce qui est important, c'est que il n'y a pas eu de suite dans la logique même de Hariri, c'est-à-dire de reconstruire un État ébranlé par 15 ans de guerre, souvent à l'égard des autres d'ailleurs, et non pas une guerre civile comme on l'a toujours dit, mais qui était manipulée et qui était surtout malheureusement au service de pays étrangers. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, tout le monde a estimé que c'était la Syrie qui avait commandité, à commencer par le président Chirac, d'ailleurs, souvenez-vous, avant même que l'enquête ne commence. Je ne suis pas en train de dire que ce ne sont pas eux. Très probablement, sans doute, mais on ne peut pas se prononcer nommément avant même que l'enquête ne commence. D'autant qu'il y a d'autres acteurs dans la région qui auraient pu aussi, étant donné la sophistication de cet attentat, étant donné l'importance de cet attentat, le nombre des morts qu'il a fait, on pourrait dire quand même qu'il y a eu une véritable préparation, donc une véritable aussi minutie à mettre au point cet attentat, qui s'est déclenché à partir d'un téléphone portable, etc. Donc oui, sa mort dérange autant jusqu'aujourd'hui que lui-même dérangé par ses idées, ses avancées, quand il était encore vivant. Et son ouverture. Antoine Sfer, si je vous demande de terminer cette phrase, le 14 février 2005, c'est le jour où? Que me répondez-vous? Où le Liban a basculé, c'est-à-dire où, content de voir les Syriens partir, et les Libanais se sont retrouvés face à face, et donc il y a eu de nouveau ce clivage du Liban en deux. Je dirais heureusement en deux, et pas en 18 communautés qui l'habitent, mais dans le pessimisme, hélas, on peut désespérer de voir également chacun se refermer sur soi. Ce qui m'inquiète beaucoup, ce 14 février 2005, c'est que c'était le début du démantèlement non plus de l'État mais de la société libanaise. Aujourd'hui encore, le Liban, après 7 mois d'absence de président,
n'a pas encore élu son président. Et ça prouve à quel point le symbole du président de tous les Libanais a du mal à se faire encore à la réalité du terrain. Merci beaucoup, Antoine Sfer, Merci d'avoir de m'avoir été reçu. mon invité dans le Jour où. Merci. L'information continue sur LCI.